Salut jeunes gens et bienvenue dans ce deuxième épisode du Baroudeur du cinéma. Pour le mois d'octobre, vous aviez le choix entre 4 films. Vous aviez le choix entre La Terre brûlée, la suite du labyrinthe. Super. Vous aviez également le choix entre Crimson Peak, Pan et The Lobster. Ce mois-ci, vous avez donc sélectionné Crimson Peak. Merci beaucoup pour le choix de Crimson Peak pour le baroudeur du mois d'octobre. C'était vraiment le film qui m'a attiré le plus et je suis bien content de pouvoir vous en parler. Alors, que raconte le dernier long métrage du réalisateur mexicain Guillermo del Toro? Alors, il nous raconte l'histoire d'Edith, une jeune femme qui, dans son enfance, a malheureusement acquis le pouvoir suite au décès de sa mère de voir évoluer les fantômes. On la retrouve quelques années plus tard, vivant avec son père, un riche industriel local, lorsqu'elle voit débarquer dans le bureau de celui-ci le beau et arrogant Thomas Sharp, venu avec sa sœur d'Angleterre, Lucille Sharp, pour faire financer son exploitation d'argile rouge auprès du père d'Edith. Entre Thomas et Edith va naître une petite relation entre amitié et amourette, jusqu'au décès tragique de son père, et suite à cela, elle décide de franchir le cap, elle quitte les États-Unis pour l'Angleterre, elle se marie avec Thomas, et va donc habiter dans l'étrange demeure de la famille Sharp. Ce que je vous propose, c'est d'aborder cette critique de Crimson Peak en deux parties bien distinctes. Une première partie où je parlerai de l'histoire et des personnages, et une deuxième partie où on abordera la partie la plus intéressante, à vrai dire, la réalisation et l'ambiance générale du film. Cette histoire de Crimson Peak, c'est un petit peu une romance gothique, avec un personnage central assez naïf, assez angélique, interprété, et je prends mes notes parce que je voudrais pas faire d'erreur, par Mia Wasikowska, donc Edith. Une petite blonde, fragile et forte à la fois. On voit une femme assez indépendante, qui a des rêves d'écriture, qui reste célibataire, qui se voit courtisée, mais qui se laisse pas faire. Jusqu'au jour où débarque Thomas Sharp, interprété par Tom Hiddleston. Si vous ne le situez pas, c'est Loki dans Avengers, pour faire plus simple, qui a ce physique un peu élancé, ce visage un peu fin, assez vampirique, qui colle parfaitement à l'ambiance, je trouve. Et celui-ci est venu avec sa sœur, Jessica Chastain. Là encore une fois, elle est belle de froideur. Ce qui est très intéressant dans ce film, parce que finalement l'histoire n'est pas super prenante et surprenante, elle est attirante, elle est attractive, on a envie de comprendre. C'est les relations entre ces trois personnages en fait. On voit une romance qui se noue entre Edith et Thomas. On a une relation parfois un petit peu incestueuse entre Thomas et sa sœur Lucille. C'est assez étrange, surtout quand on débarque dans ce manoir que je considère également comme un personnage et qui est vraiment mis en valeur par Guillermo del Toro. Donc voilà, dans ce film, vous n'aurez pas une histoire qui va vous faire sursauter, quelques jumpscares comme dans les films qui font peur, quelques sursauts, mais rien de choquant. À vrai dire, niveau occulte et peur dans les films, niveau du courage, je dois me situer à peu près là, et je l'ai bien supporté le film, donc vous pouvez y aller sans crainte si vous êtes un petit peu peureux. En tout cas, le film, comme je vous ai dit, n'est pas surprenant, il est très attirant, et surtout ces personnages sont le moteur de l'histoire, et on a vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver, même si il y a parfois un petit peu de prévisible dans tout ça. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, et je vais en profiter pour passer sur la deuxième partie de la critique, c'est l'ambiance générale de celui-ci, et la réalisation de Guillermo. Ce qui est toujours intéressant avec Guillermo del Toro, c'est son travail sur l'ambiance et la réalisation. Niveau ambiance, on est servi dès le début au niveau de l'épouvante et de l'horrifique, avec une scène d'intro où on voit Edith jeune se faire courser par un fantôme qui vient presque l'enlever. En fait, c'est le fantôme de sa mère qui vient la prévenir d'un danger, le danger de Crimson Peak. On est vraiment plongé tout de suite dans une ambiance un peu à la labyrinthe de Pan, avec des monstres un petit peu élancés, un petit peu fins, humanoïdes, mais à la fois beaux et monstrueux. C'est assez bizarre, même chez le spectateur, ça provoque un sentiment un peu spécial. Et d'entrée, on est plongé dans cette atmosphère-là. Par la suite, on tombe sur quelque chose de plus classique, mais volontairement classique, dans le sens où Guillermo nous embarque dans une petite ville un peu prospère, où, aux États-Unis, au 19e siècle, où on voit donc Edith adulte, vivant avec son père, le riche industriel local,
qui, au niveau de ces scènes, est baigné par une couleur un peu jaune, orangée, baigné par le soleil, donc on est rassuré, on est bien, on est sur quelque chose de joyeux, il y a des thèmes musicaux qui renforcent cet esprit un petit peu joyeux, et par la suite, une fois que son père meurt et qu'elle part donc en direction du manoir des Sharp, on est face à une ambiance qui se détériore, on est dans un manoir qui lui-même se détériore, on est sur des ambiances plus lourdes, plus pesantes, avec des tensions entre les personnages, avec une musique, avec des sons graves qui tapent, qui tambourinent à l'oreille. Là par contre on part dans le drame, dans la folie, on part également dans l'épouvante, il y a toujours ces monstres et ces fantômes, étant donné que cette gamine, cette femme maintenant, est dotée du pouvoir de voir les fantômes. Là aussi on part aussi sur une ambiance presque de peinture d'artiste. Le manoir est construit sur une exploitation d'argile rouge qui dégouline à travers les murs. Il suffit de marcher sur le sol pour avoir ce rouge sang ressortir de la terre par cette argile. Donc c'est assez flagrant dans le sens où ça m'a rappelé un peu les peintres qui utiliseraient des matériaux naturels pour faire des peintures. J'ai eu l'impression que Guillermo utilisait la caméra comme un pinceau et qu'il nous proposait des peintures. Il y a des plans qui sont magnifiques, on dirait vraiment de la peinture. Je vous en mettrai quelques-uns parce que je pense que c'est important que vous puissiez voir un petit peu comment ça attire l'œil cette réalisation. Au niveau de la caméra, donc, comme je vous ai dit, c'est un peu le pinceau de l'artiste. Elle semble se balader à travers la maison un petit peu comme un fantôme. Là encore, on renforce le côté épouvante. Et il faut dire que sur la fin, au niveau du rythme, on a un rythme assez décousu, mais volontairement décousu là aussi. Ça tape fort dès le début, ça ralentit pour poser les personnages, et ça accélère tout doucement jusqu'à la fin, où là on part sur de la folie, sur de la course-poursuite, sur de la déchéance, sur de la violence. Et c'est vraiment le rythme du film qui reprend ça, avec toujours cette ambiance sonore qui elle aussi monte en pression, qui monte en... Elle est presque désagréable un peu cette ambiance sonore, et ça c'est assez prenant, assez plaisant, mine de rien. Donc vous l'aurez compris, Guillermo del Toro, encore une fois, dans chacun de ses films, propose toujours quelque chose de graphique, Pacific Rim avec des couleurs vives, de l'action intelligente, travaillée, le labyrinthe de Pan avec ce côté contorifique qui mélange la réalité politique d'une guerre civile en Espagne avec peut-être ce côté monstrueux, fantastique, épouvante qu'on pouvait rencontrer justement dans le labyrinthe de Pan. Mais là c'est pareil, on est dans l'horreur, on est dans l'épouvante, on est dans le gothique, on est dans la romance. C'est vraiment sublimé par sa réalisation. Parce que sans cela, le film, il a une histoire tellement classique et peu surprenante que ça serait pas intéressant. Mais quand c'est Guillermo del Toro qui travaille l'ambiance, bah bizarrement ça devient tout de suite intéressant et attractif. Et c'est vraiment le grand point fort de ce film, l'ambiance et la réalisation du garçon. Vraiment chapeau encore une fois, j'espère qu'il aura encore l'occasion de s'exprimer. Je vous souhaite, je rêve d'avoir Pacific Rim 2, je rêve encore plus d'avoir Hellboy 3. Et qu'est-ce que ça aurait donné le Hobbit si c'était Guillermo del Toro qui avait repris un peu le projet? Ça aurait été juste magnifique. Donc vous l'aurez compris, un gros point fort de ce film, la réalisation de l'ami Guillermo, c'est vraiment magnifique. Je m'égare, il est temps de conclure cette vidéo. Alors en résumé, Crimson Peak, est-ce que ça vaut le coup? Franchement oui, foncez. C'est le film qui vous garantit une ambiance soignée, une réalisation aux petits oignons et surtout un plaisir pour les yeux et les oreilles, tant au niveau donc de sa proposition graphique que sa proposition sonore. Au niveau des personnages, ils sont bien écrits, ils sont attirants, on a envie de comprendre et on a envie de les voir évoluer ensemble. L'histoire, certes, n'est pas surprenante, mais ça reste quand même plaisant à regarder. Comme j'ai dit, on a vraiment envie de comprendre ce qui va arriver à cette Edith. Pour moi, c'est un 7 sur 10 sans hésiter. Je me suis laissé vraiment prendre par ce film. J'ai vraiment apprécié ma séance du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans, beaucoup de propositions. C'est vraiment du travail de qualité de la part de Guillermo del Toro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme moi j'ai aimé ce film. Je voulais et je tenais à vous remercier suite à ce premier épisode du Baroudeur où là aussi au niveau du courage je devais me situer à peu près là. Hein, j'avais un petit peu de mal, j'ai eu du mal à me lancer. Je suis content de vos encouragements, de vos retours. J'espère que ce deuxième épisode sera à la hauteur du premier. Ce que je vous propose, c'est que si la suite du Baroudeur épisode 1 vous a plu, c'est qu'on lance une trilogie pour le mois de novembre. En attendant, foncez voir Crimson Peak, je vous le conseille fortement. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous l'avez vu, laissez-moi, et j'ai toujours rêvé de faire ça aussi,
en commentaire votre avis sur le film. Je vous dis au mois prochain pour la prochaine présélection du Baroudeur et sûrement une prochaine table ronde. Allez, ciao ciao. Ce mois-ci, pour les bonus, je n'ai vu qu'un seul film. Et je crois que c'était bien trop. J'ai vu en effet la suite du Labyrinthe. La Terre brûlée. Oui, il faudrait y foutre le feu à ce type de film. Tous les automnes on a droit à ce type de film, la science-fiction pour adolescents, très aseptisé, très lisse, avec le même format, un jeune lambda qui devient l'élu d'une société pour pouvoir rétablir un semblant de démocratie. Alors, le Labyrinthe 1, pour être franc avec vous, c'était pas extraordinaire, mais ça n'avait pas plus dérangé que ça. Au lieu, j'étais quand même intrigué de comprendre pourquoi ces petits cons étaient dans un labyrinthe. Par contre, sa suite, c'est d'une débilité, une inutilité sans fin. À vrai dire, on a une espèce de mélange à la Mad Max et à la Je suis une légende, avec un épisode qui se place dans la saga donc en deuxième position, donc au milieu à la place qu'il faut pas en fait, hein, tout simplement. Et à vrai dire, j'ai pas ressenti déjà d'empathie pour ces personnages. On a du mal à s'identifier. Pour certains, on les voit que très peu. Et surtout, du danger. Au pire, franchement, ce qu'on peut attraper en regardant ce film ou vivant dans ce monde, c'est peut-être un coup de soleil et le tétanos. Mais sinon, il n'y a aucune prise de risque. C'est d'une médiocrité affligeante avec une VF dégueulasse. Donc, film passable. C'était un petit peu évident, hein, c'était quand même noté sur l'affiche. J'ai l'impression que ça se voyait en message subliminal. Donc, pour moi, La Terre brûlée, c'est 3 sur 10. Concentrez-vous plutôt sur Chris Peak qui lui vaut le coup, effectivement. La Terre brûlée, c'est. Ouais, foutez-y le feu, quoi. Et Wes Ball, le réalisateur, j'allais oublier de vous en parler, a quand même dit de ce film que c'était un peu son Empire contre-attaque. Même Turkish Star Wars, c'est mieux, quoi, faut pas déconner.